Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec les présentations des architectes. Avant cela, je vais peut-être vous proposer une introduction rapide du sujet, notamment sur la question de la mobilité articulée à la centralité. Il va peut-être vous apparaître étrange de commencer à parler de la modernité et de la mobilité avec cette image de Carpaccio, mais j'ai trouvé que dans cette image du XVe siècle, nous avions là une belle représentation de la mobilité au regard de cette centralité, je voudrais dire même de l'urbanité. Je crois que dans cette image, qui est un détail en fait de cette toile de Carpaccio, donc un miracle de la relique de la vraie croix, il y a là beaucoup d'éléments mobiles, et à la fois le pont, les gens, les bateaux, tout. Il y a un univers là qui montre à quel point mobilité, centralité, urbanité ne forment qu'un. Alors, 5 siècles plus tard, cette image de Winston Link, photographe, met en scène, en fait, d'une manière assez extraordinaire. Là, on est dans l'hypermodernité. On voit là les 3 modes. On est dans un drive-in et on voit à quel point, justement, les modes peuvent se croiser. Donc, ça va être un thème que nous allons développer plus tard. Et les architectes, aujourd'hui, travaillent justement sur la mise en espace de cette intermodalité. Il est intéressant de voir comment un photographe, en 1956, avait réuni, et on le soupçonne d'avoir mis en scène cette situation, mais d'une manière assez extraordinaire, à l'époque où Raymond Levy dessinait les locomotives. Technique. Représentation de la mobilité. Nous parlions de Métropolis tout à l'heure, Fritz Lang, avec aujourd'hui cette sortie. D'ailleurs, je profite pour faire juste un mot sur la magnifique exposition à la Cinémathèque autour du film de Fritz Lang dans sa nouvelle version, avec les dessins d'architectes. Vous en voyez un ici. En fait, c'est un décorateur, Erich Kettelhut, qui justement imagine cette vision futuriste de la ville, avec cette hyper concentration, la monumentalité. Fritz Lang est à l'époque très impressionné par l'Amérique et il va, avec ses architectes et décorateurs, imaginer ce monde où précisément la mobilité est au cœur du sujet. On est dans une célébration totale de tous ces modes, avec les avions qui rasent les tours, les autoroutes urbaines. Je rappelle qu'en 1927, il n'y avait aucune autoroute urbaine dans le monde. Aujourd'hui, c'est commun en Chine. Décidément, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. Voilà. De la même manière, Guy Debord nous apprend avec sa théorie de la dérive comment on peut, dans un labyrinthe de la ville, imaginer d'autres parcours et donc une autre mobilité apparaît. Playtime, Jack Tati, lui, se moque de la modernité, ironise et montre à quel point justement mobilité est aussi synonyme, aussi parfois d'imbécilité. On le voit qu'on est un système saturé et autres. Ce film, par ailleurs magnifique sur la célébration de la modernité, là, atteint un niveau très, très amusant. Nous sommes en 1967. Quelques années plus tard, Rem Koolhaas, dans ses projections sur Euralille, avant même que la ville ne se construise, imagine sous forme de bande dessinée l'espace pyrénéen. Et qu'est-ce qu'on voit là sur les gènes d'Euralille, que précisément tous les modes se croisent et un nouvel espace va apparaître. Ça ne sera pas celui qui sera construit, mais celui qui est projeté croise en effet à la fois les modes, les fonctions et autres. Donc on est dans une hyper concentration de la ville sur les réseaux. D'une manière plus poétique, David Mazzucchelli là, va illustrer le livre de Paul Auster, La Cité de verre, et on voit comment l'homme marche justement sur cette grille orthonormée de Manhattan. Van Lieshout, lui, le designer, l'artiste designer qui a livré une œuvre juste là devant l'école, a beaucoup travaillé précisément sur cette question de la mobilité. Et on se souvient de Otto Steidle, lui architecte, qui pour la Biennale de Venise en l'an 2000, à laquelle avait participé aussi Philippe Gazeau ici présent, eh bien il avait
précisément thématiser son installation sur la question du nomadisme et de la mobilité avec ce camion qui avait traversé les Alpes jusqu'à la Biennale. On voit par exemple à Mexico aussi comment justement sur ce thème du street art, les boutiques de planches vont devenir quasiment des galeries d'art. Là on voit bien comment ce thème comment l'art s'empare de la mobilité est quelque chose de très intéressant qui questionne les artistes, questionne évidemment notre société. Le Wodiczko par exemple dans les années 90 avec ce Homeless Vehicles nous montre justement plusieurs, il construit ces habitats nomades. Il va nous montrer comment la société qui a oublié la sociabilité va aussi devoir inventer, et Wodiczko va inventer ces modules qui est dans la ville américaine. Le Didier Faustino, de la même manière, la Biennale de Venise, va nous surprendre par cette architecture hyper mobile avec ce corps en transit et cette installation, là aussi pour la Biennale, lancée sur le thème de moins d'esthétique et plus d'éthique. Il va poser la question justement du nomadisme. Quelque temps plus tard, Shigeru Ban, sur le musée Nomade de New York, va précisément développer un concept où il n'y a pas d'architecture. L'architecture se recompose à partir d'un concept de container et puis ces grands tubes de carton qui vont servir à abriter l'ensemble. On voit bien que là, le bâtiment peut se déplacer dans tous les ports. Il est très facile. Donc on est dans une architecture hyper virtuelle et qui se recompose. De la même manière, les architectes Enel, brillante architecte représentant la jeune architecture aux Pays-Bas, vont travailler sur une galerie à Bratislava. Donc là c'est un travail sur une façade, mais ils vont mettre en scène là aussi la mobilité. Tous ces exemples, je vous les cite pour montrer que mobilité, évidemment, s'écrit avec un S. Et là, Tokyo, vu par Ivan Ban. Ivan Ban est le grand photographe que tous les architectes s'arrachent aujourd'hui et nous a donné là ce travail sur la ville contemporaine et sur cette mégalopole la plus grande du monde, hein, près de 40 millions d'habitants, donc le Grand Tokyo. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les infrastructures. On est habitué à voir des paysages d'autoroutes urbaines dans le paysage asiatique, bien sûr. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'échangeur devient un bâtiment construit. Vous voyez, il devient quelque chose comme une sorte de tube exacerbé. C'est ça que Ivan Ban a justement identifié dans la mégalopole japonaise. Alors la mobilité au cœur de l'utopie, je vous passe rapidement car vous les connaissez tous, mais c'est bien de se rappeler que Yona Friedman et sa ville spatiale en 59, Kenzo Tange et la baie de Tokyo en 60. Donc comment imaginer une nouvelle centralité entre deux grands pôles urbains, en l'occurrence Tokyo et Yokohama. La Non-Stop City d'Andrea Branzi dans les années 67 qui montre justement cette ville sans fin et qui va poser les questions de connexion et de mobilité, d'interaction entre les différents pôles dans cette polycentralité. Évidemment, Archigram, sous l'influence pop absolument extraordinaire qui va nous montrer et nous faire rêver avec une ville qui pourrait bouger, hein, Walking City, Instant City. Claude Parent, bien sûr, avec ses villes infinies hein, et ses courbes extraordinaires et ses structures, ses architectures, infrastructures, donc ces infrastructures habitées qui, sans fin, là aussi, peuvent donner à penser qu'on peut construire une ville sans fin. Et puis, du concept à la réalité, c'est aujourd'hui, donc, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, les grands artisans de ce rêve j'allais dire, de l'urbanisme comme une œuvre d'art. Donc, là, on voit bien comment la ville est asservie par la voiture. Hein, c'est la ville des freeways, avec les grandes autoroutes urbaines, des espaces quasiment impraticables à pied, tellement la distance vous en dissuade.
Et puis, Marina City, Chicago, Bertrand Goldberg, extraordinaire. Là, on voit bien comment on a parlé de la ville verticale. Paul Virilio, justement, a dit qu'il n'avait rien contre la tour, mais tout contre les tours. Là, on a deux exemples assez extraordinaires d'architecture organique qui, au cœur même de Chicago, sur la Chicago River, donc montrent comment les différents modes, c'est un très beau mode, un très bel exemple d'intermodalité, comment le bateau, la voiture, puisqu'il n'y a pas de... Les parkings sont en silo, on ne construit pas de parking en profondeur, et ensuite l'habitation se combine d'une manière très intéressante. Aussi, Bernard Tchoumi, en éclatant un bâtiment avec toutes ses folies, nous montre aussi comment on peut travailler sur cette question de la polycentralité dans un même espace urbain, dans le cadre d'une reconquête urbaine très intéressante en 1983. Et puis évidemment la ville, la turboville, comme l'appelait Pierre Mauroy, donc le schéma de Rem Koolhaas, comment construire la ville sur les réseaux. C'est sur des réseaux où les trains passent à 260 km/h qu'on va implanter cette ville. Donc évidemment, il y a beaucoup moins de buildings que ceux qui étaient imaginés au départ, parce que là, l'économie ensuite a pris le pas sur le concept. Mais on a là quand même un exemple, en effet, d'hyperconcentration, de villes très compactes. Et puis, je voulais vous montrer aussi qu'à Amsterdam, les architectes Meyer et Schouten ont fait ce bâtiment qui est évidemment une référence évidente à Archigram. On a l'impression que ce bâtiment, évidemment, cette société qui est certes très dynamique et sur des rails, et que la société toujours que la compagnie avance. Hein, c'est cette idée. Et les architectes l'ont construit là au bord des autoroutes dans la périphérie d'Amsterdam. Et puis autre exemple très intéressant pour la Feria di Milano, Massimiliano et Doriana Fuksas, sur un immense parc d'exposition ont développé ce concept d'une rue à double étage, d'une rue de 1,7 km. Donc on voit là comment un axe urbain, reconnaître la rue. Je rappelle que le mouvement moderne avait condamné la rue Corridor, il fallait la supprimer. Et là on voit au contraire à quel point elle revient aussi bien dans la question du logement, avec des opérations comme les Hautes Formes à Paris avec Christian de Porzampar, qui d'une manière très, j'allais dire emblématique, l'avait réintroduite à Paris. Et là, 25 ans plus tard, comment à Milan, un architecte sur une donnée extrêmement fonctionnelle d'installer des lieux d'exposition a précisément organisé les choses autour d'un axe central, autour d'une rue connectée avec le métro et praticable la nuit. Habiter la gare, c'est précisément un point très important. Alors on se souvient de ce modèle. Oui, j'ai pas peur du mot modèle, parce que à l'époque, construire sur une gare était quelque chose qui n'était pas forcément évident. C'est l'une des opérations à Paris les plus intéressantes, signée par Jean Dubuisson, cette opération de logement qui aujourd'hui ne ressemble plus à ça, car le paysage ferroviaire a complètement disparu. On a mis une dalle pour créer un parc urbain, et puis on a commencé à transformer certains éléments de l'architecture de Dubuisson, je dirais malheureusement, car il y avait là une écriture absolument extraordinaire et une radicalité de position. En tout cas, cette image est forte et restera à jamais dans nos mémoires. 20 ans après, l'architecte Hiroshi Hara a lui aussi travaillé sur comment habiter la gare. C'est la gare des Shinkansen à Kyoto. Je rappelle, les Shinkansen, c'est l'équivalent des TGV qui irriguent sur 750 km tous les jours, et toutes les 7 minutes, il y a un TGV qui passe. Ça, c'est toute l'histoire de la banane du Japon. Et bien, sur cette ville de Kyoto, ville reconnue pour son patrimoine, il y a cette hypermodernité, on pourrait dire cette hypergare, avec cet espace public très fort, construit, et puis les fonctions de logement, d'hôtel, donc un acte fort de résidence sur les flux. Et puis Marc Barani a relevé l'un des défis les plus incroyables à Nice, hein, dans cette ville connue pour sa topographie, dans une situation quasiment de cul-de-sac au bout de la ville, contre l'autoroute. Il n'y avait pas d'autre possibilité d'aller plus loin, et il a justement reconnecté la ville avec ce tramway. Ça, c'était le projet de la ville, mais avec une architecture d'infrastructure, il a précisément créé un lieu, hein, les lieux du lien, comme je le disais,
disais en introduction, et raccordant un quartier un quartier de logement réalisé par Carlu, l'architecte du Trocadéro, du Palais de Chaillot, devrais-je dire, plus exactement. Voilà un exemple en France de retournement de situation complètement extraordinaire à partir de la question de la mobilité, où on n'est pas uniquement dans une logique de transport. Il sera là tout à l'heure pour l'expliquer, bien sûr. À l'ère de l'intermodalité, donc on a un peu oublié qu'en France, il y avait eu cette tentative, beaucoup décriée sur le plan esthétique, mais en tout cas très très intéressante dans ses fonctions. Le pôle intermodal Lyon-Perrache, qui précède ce qu'on appelle aujourd'hui la confluence avec son développement et son laboratoire urbain. Donc le travail de René Gagès en 1976, c'est une sorte de monolithe qui croise toutes les fonctions. On est là sur les flux de la ville. C'est l'une des opérations très très intéressantes en France qui va justement ouvrir toutes les expériences intermodales comme celle-ci d'une manière beaucoup plus esthétique, où à Strasbourg, Zaha Hadid a été appelé comme artiste dans le cadre d'une commande publique où les artistes devaient accompagner le tracé du tramway et aux confins de la ville et de la campagne, dans ces zones incertaines où ont beaucoup d'activités, quelques pavillonnaires et autres, enfin des zones très très peu qualifiées, précisément par l'architecture, le design, puisqu'il y a aussi cette dimension-là très forte dans cette architecture. Eh bien, Zaha Hadid a signé une œuvre qui, justement, ne se contente pas de construire un bâtiment, mais aussi impacte sur une zone souvent délaissée, qui est le parking. Et là, on a donc une œuvre globale tout à fait intéressante. Rem Koolhaas, en milieu urbain, là on est quand même dans l'hypercentre de La Haye, juste au pied quasiment de la grande cité administrative de Richard Meier, a fait un travail absolument extraordinaire sur un programme intermodal de deux lignes de tramway et puis d'un parking à voiture, et puis sans oublier évidemment le parking à vélo qui, aux Pays-Bas, j'allais dire, c'est une constante, eh bien, va travailler dans cet esprit que précisément le lieu de la mobilité va être le lieu aussi de l'urbanité. Il y a même une galerie d'art avec où tous les spectacles de la ville, il n'y a aucune publicité dans ce lieu, c'est quand même assez fantastique. Et à la place de ça, il y a toute l'offre culturelle qui est donnée. Ouais, c'est l'inversion du système. En tout cas, on est dans un système souterrain, mais on est toujours connecté à la lumière naturelle, comme vous pouvez voir, et il y a ce travail assez extraordinaire sur les différents niveaux et leurs croisements. Les intermodalités encore à la sortie de la gare d'Amsterdam, où cette gare à vélo qui a donné lieu à un parking extraordinaire dessiné par les architectes VMX, qui est des jeunes architectes dans les années 2000, qui avaient justement expérimenté sur ce système du vélo, et ils sont allés chercher en allant plonger le parking dans l'eau, précisément un terrain qui n'existait pas pour précisément mettre ces milliers de vélos qui se rangent là tous les jours pour les gens qui ensuite sautent dans le train dans le cadre de la Randstad. L'architecture des réseaux et des connexions. Alors, on pourrait parler évidemment des infrastructures américaines avec ces visions connues de l'Amérique, avec on pourrait appeler ça American Spaghettis, mais aussi à Mexico, là, ces infrastructures qui n'ont rien à envier aux infrastructures chinoises, où précisément sur plusieurs niveaux, on voit comment on peut reconnecter à l'échelle d'une ville de 22 millions d'habitants et avec justement une très grande vitesse, plusieurs niveaux de la ville. Il y a là un travail et une architecture des réseaux absolument exceptionnel. Alors, hier soir, je suis retourné quand même à la Tour Bretagne pour aller voir le parking, parce que je ne sais pas quel sentiment ont les Nantais à l'égard de la Tour de Bretagne, j'imagine un peu comme les Parisiens ont à l'égard de la Tour Montparnasse, mais la différence, c'est qu'à la Tour Bretagne, il y a un travail exceptionnel sur la mobilité au centre, il y a un travail sur le socle de la tour. On dit toujours qu'une tour, on la juge à son accroche au sol et à son accroche au ciel, et là, l'accroche au ciel n'est peut-être pas réussie, mais en tout cas, l'accroche au sol est absolument exceptionnelle, je voulais le souligner, parce que vous avez là un modèle, là aussi sur
la rampe, sur le mouvement, sur la mobilité, que vous avez peut-être, vous la connaissez trop, vous l'avez peut-être oublié, je me permettais de la signaler comme un exemple en France tout à fait remarquable. Et puis, évidemment, le travail de Nantes, c'est aussi la mobilité à très grande échelle, la reconquête du cours des 50 otages, ce travail sur la pacification des modes, à toutes les vitesses, c'est-à-dire des trottoirs larges où le tramway partage l'espace avec l'espace du promeneur qui lui-même avec le vélo. Vous voyez, c'est quand même le modèle de la pacification. Donc là, on voit deux époques assez fantastiques avec une sorte de glorification de la modernité d'un côté et puis la modernité douce. Voilà, ça c'est peut-être l'évolution des choses, mais pour autant il ne faut pas condamner les années 60 pour ce qu'elles ont apporté. Cet exemple à Tolède des architectes La Peña et Torres, peut-être c'est l'un des exemples les plus extraordinaires en termes d'architecture, j'allais dire de la mobilité dans une ville de patrimoine, où là il y a œuvre de création fantastique pour le grand escalator qui mène justement à la ville qui attire tout le monde. Mais là, justement, au lieu d'avoir une banale progression, eh bien, il y a là un travail sur l'espace, sur la mise en condition, un parcours initiatique contemporain absolument extraordinaire de Torres et La Peña. À la gare du Flon, c'est un peu, là on n'est pas dans la même situation que Barani à Nice, qu'on n'est pas au fond de la ville, on est au cœur de la ville. Néanmoins, il fallait raccorder des topographies et le travail de Bernard Tchoumi est très intéressant justement parce qu'il travaille justement sur tous ces niveaux et crée justement ce travail sur toutes les couches de la ville justement grâce à la mobilité. Tous ces exemples que je vous montre, c'est pour montrer que précisément la diversité des approches nous amène à toujours reconsidérer la mobilité et de voir à quel point elle peut innerver, ça a été dit tout à l'heure, irriguer les territoires, mais aussi les stimuler. Là, par exemple, à Chicago, dans l'IIT, donc l'Institute of Technology of Chicago, très connu pour le travail de Mies van der Rohe, l'architecte Rem Koolhaas a travaillé sur une station de métro qui est en fait cache tout un travail qui est en dessous. Là, vous voyez ce bâtiment qui vient se glisser sous l'infrastructure et qui, précisément, lui-même, son plan est dérivé des usages. Donc là, on revient quasiment au travail de Guy Debord, où la géographie, en fait, de l'usage a dicté le plan de l'architecte. Donc, c'est très intéressant là, que là, il a inversé le système par rapport à Euralil, où il avait imposé une hyper compacité. Là, au contraire, il prend ce qui existe, les fameux chemins qui étaient traversés par les étudiants sur le campus depuis des années, et il va en déterminer le plan de son nouveau bâtiment. Les infrastructures, ça a été le maire de Saint-Nazaire tout à l'heure rendait hommage à la ville de Barcelone à juste titre. Et il faut voir qu'à la faveur des Jeux Olympiques et dans la dynamique, parce que ça ne s'est pas arrêté là, il y a eu des projets extraordinaires sur justement la mobilité et aussi la transformation des territoires, puisque vous avez des territoires qui étaient coupés par les infrastructures, qui ont été justement reconnectés grâce à des équipements, des passerelles et autres. Et là, vous avez un exemple de pont-place à Santa Adria del Besós. C'est donc des coins peu reluisants de Barcelone à l'époque qui sont devenus des lieux d'urbanité absolument extraordinaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que nous ne sommes pas dans les Ramblas, nous ne sommes pas dans la ville de Gaudi, nous sommes très loin. Et malgré tout, il y a le même désir d'urbanité pour justement relier les quartiers. À Paris, nous avons eu la chance d'avoir ce travail de Feichtinger qui, avec cette passerelle, ce lien souple entre les deux rives, entre deux quartiers et entre deux équipements, la Grande Bibliothèque de France de Dominique Perrault, qui précisément célèbre aussi le vide, j'imagine qu'il en parlera tout à l'heure lui-même, et il manquait un lien pour reconnecter cette bibliothèque qui est l'acte fondateur d'un nouveau quartier, celui de Seine-Rive-Gauche, à l'autre rive où il y a la Cinémathèque, réalisée notamment par Franck Gehry, et tous les ensembles de logements
qui ont été construits par les architectes autour. Et voilà le travail avec un lien absolument poétique, magnifique. Ça, c'est à Paris. Je reviens à Barcelone pour montrer à quel point, sur une des cités les plus dures de toute l'Europe, hein, la Mina, qui était un quartier où personne n'allait jusqu'à il y a très peu de temps, les architectes, là aussi, notamment Carles Llop, a retourné une situation d'une façon absolument extraordinaire, c'est-à-dire que le quartier qui était absolument mis au banc de toute la société, eh bien, a été réactivé notamment par l'espace public, donc par la mobilité, et les habitants étaient tellement surpris de voir qu'on leur offrait les mêmes conditions que dans la ville-centre. Ils se sentaient excentrés et finalement, qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné d'abord une Rambla. Eh bien ça, c'était extraordinaire et ça a été le début d'une requalification absolument exceptionnelle qui a commencé par l'espace public et qui s'est prolongée par le travail sur la cellule du logement. Voilà donc un grand ensemble, là aussi, qui n'a pas la qualité peut-être de Buisson dont je parlais tout à l'heure, mais qui, en tout cas, n'a pas été démoli, a été transformé dans le cadre de l'extension post-olympique, hein, puisque là, on est 20 ans plus tard, de Barcelone. À Madrid, ce qui est assez extraordinaire, c'est le travail sur les infrastructures qui ont été enfouies. Richard Rogers, dans le projet sur le Grand Paris, était l'un de ceux qui disait qu'il fallait franchir les barrières, voire les gommer, c'est-à-dire ne pas supprimer la voiture, mais au contraire, avaler les infrastructures de façon à recréer du lien. Donc vous voyez que c'est une dynamique européenne. Là, sur ce grand projet de l'enterrement de la M30, donc de l'autoroute, s'est développé tout un parc urbain sur lequel des fonctions, évidemment, de sport, de détente ont été développés, dont le stade de tennis de Dominique Perrault. Et Dominique vient de livrer cette passerelle, je pense qu'il en parlera tout à l'heure parce qu'il arrivera dans quelques minutes, sur le parc de Manzanares, qui est aussi un travail d'architecture assez exceptionnel. Alors, il ne faudrait pas oublier non plus la dimension poétique du franchissement, et bien qu'on ne soit pas là, on est dans une centralité un peu particulière, parce que c'est un parc, Kew Gardens, c'est là où vous avez les plus belles serres à Londres, avec cet architecte de fer et de verre absolument sublime qui protège les végétaux et qui aussi donne à voir dans cette transparence. Et un architecte récemment, Mark Barfield, a réalisé précisément un parcours dans la canopée. Donc vous voyez que là aussi on peut développer tout un travail sur la mobilité et inventer là aussi quelques nouvelles centralités. Dans le Grand Paris, bien sûr, l'une des questions majeures est la question des développements, puisque 65% de la région parisienne va de banlieue à banlieue. Il fallait donc trouver de nouveaux modes de transport. Et là, je vous présente une image proposée par Christian de Porzampar, qui précisément proposait de densifier les réseaux en ajoutant un mode de transport sur un mode existant pour précisément irriguer toutes les périphéries. Alors, tout cela donne aussi les nouvelles cathédrales de la mobilité. On se souvient de ces images magnifiques de Centelia dans le mouvement futuriste au début du siècle. Tous ces bâtiments n'ont jamais été construits, mais ils ont été dessinés. C'est un peu comme Metropolis tout à l'heure avec Fritz Lang. Mais aujourd'hui, les voilà, les nouvelles cathédrales. Elles sont arrivées. Et ce qui est très intéressant, c'est l'évolution de ces cathédrales. Par exemple, le terminal T4 de l'aéroport Barajas à Madrid, de Richard Rogers, est un aéroport, est évidemment un terminal, mais c'est surtout un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Et c'est là l'évolution aussi des modes, l'évolution du lieu. On parle de nouvelles centralités, mais précisément le centre commercial a regagné l'aéroport. Là aussi, cette centralité, cette plateforme aéroportuaire en font l'un des lieux les plus fréquentés à Madrid. Dans l'immensité des villes chinoises, évidemment, il a fallu aussi adapter dans leur développement de grands équipements. Et Jean-Marie Dutilleul, qui sera là tout à l'heure aussi, expliquera aussi comment il a travaillé notamment sur la gare de Shanghai Sud, c'est-à-dire donner une architecture à l'échelle non seulement de la ville, de cette ville de 18 millions d'habitants, mais aussi à l'échelle du croisement des réseaux dans cette même ville. D'où cette architecture extraordinaire en rayon circulaire. Il vous en donnera plus de détails tout à l'heure. La mobilité aussi renvoie à la question du mouvement. C'était très bien dit par Paul Virilio tout à l'heure. Et
des architectes, évidemment, on en fait un thème, comme Zaha Hadid, qui, évidemment, a une architecture extrêmement expressive en termes de mobilité. Là, c'est la future gare des TGV à Naples, par Zaha Hadid, moins expressive, plus technique, est le travail de von Gerkan sur Berlin, où là aussi c'est très intéressant de voir que cette gare d'interconnexion des réseaux de l'ex-Allemagne de l'Est avec l'ex-Allemagne de l'Ouest, il fallait là aussi donner une cohérence de réseau qui était impossible techniquement. Donc vous imaginez le chantier colossal qu'il y a eu en infrastructure, et cette gare où les trains se croisent dans toutes les hauteurs. Regardez le travail sur un espace pyrénéen, on en parlait déjà tout à l'heure avec Rem Koolhaas à Lille, mais vous voyez là absolument des escalators à différents niveaux et des trains suspendus, vous voyez, des trains en tranchée, des trains suspendus. Voilà, et tout ça se croise dans la nouvelle capitale réunifiée de Berlin. Et puis il y a aussi le culte de la voiture. Les mobilités, c'est aussi ça, et des architectes comme Van Berkel de UN Studio a réalisé pour Mercedes ce musée qui est une véritable, je parlais de cathédrale, vous voyez que le mot n'est pas excessif, une architecture extrêmement puissante, 45 mètres de haut dans l'atrium, une architecture technique forte, puissante, et qui justement est une sorte d'icône de la mobilité. Et de la même manière, Copimel-Blau à Munich, sur le BMW Welt, au bord des autoroutes et sur le site même de production des voitures, a réalisé ce travail qui est un lieu, alors qu'aujourd'hui en période de crise ça paraît incroyable que ça puisse exister, mais c'est un lieu où uniquement construit pour recevoir sa voiture. C'est très allemand, hein. Il y a une sorte de culte de la grosse berline, c'est comme ça. J'en arrive à des lieux hybrides pour finir. Ce qui est très intéressant, et tout à l'heure Philippe Gazeau nous montrera son travail sur Rennes, précisément sur une architecture de la topographie. Des architectes, Foreign Office Architects à Yokohama, ont gagné un concours international avec 800 équipes qui ont travaillé pour gagner ce concours. Et précisément, ce qu'ils ont proposé, c'est que ce soit un non-terminal. C'est d'abord un espace public à 100% avant d'être une gare. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas utilisateur des bateaux, vous pouvez utiliser le lieu. Vous voyez, le mot lieu qui revient très fort, le lieu du lien. De la même manière, c'est très intéressant de voir ce lieu hybride à Miami, où Herzog et de Meuron ont construit ce parking qui est aussi une galerie d'art. Vous voyez, le mélange des fonctions, les choses qui avant étaient inconcevables. Alors pour terminer, l'architecture en mouvement, je voudrais quand même rappeler qu'ici, là aussi dans les icônes qu'on n'a jamais oubliées, il y a ce pont transborder de Nantes, absolument extraordinaire. L'architecture mobile, hein, là on est à Oklahoma, on voit à quel point justement la mobilité est à l'œuvre. Mobilis in mobili, disait Jules Verne. Et puis, je me souviens de François Hacher, avec qui j'ai eu l'honneur de faire une exposition sur Bouge l'architecture, qui avait lui-même proposé ce titre. Et bien on voit là des chefs-d'œuvre de Gaudi justement se transporter sur les bus de Barcelone. Et je terminerai sur cette image car je ne résiste pas à l'idée de montrer que finalement cette école aussi est en pleine mobilité. Voilà.